Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est une grande joie pour moi de vous rejoindre ici à Mézières et de célébrer cette libération il y a 77 ans. Alors peut-être il y a un clin d'yeux qui fait que je suis ici, puisque je suis le plus jeune prêtre du diocèse depuis le mois de juin. Et donc pour moi c'est un signe de transmission de la mémoire entre les générations. Alors nous pensons à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont œuvré pour la liberté, et nous savons bien que parfois nous sommes pris par nos enchaînements. Alors au début de cette célébration, nous nous préparons en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il la donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais.
marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, comme chaque année, nous nous retrouvons à l'occasion des commémorations de la libération de Mézières pour célébrer ensemble l'acte de foi qui a animé tant d'hommes et de femmes dans les combats qui ont marqué la libération. Quel chemin parcouru entre l'appel solitaire du général de Gaulle le 18 juin 1940 et ce chemin qui va aller jusqu'à la descente des Champs-Élysées qui aura lieu le 26 août 1944. Cette marche de la liberté qui s'est terminée dans la cathédrale de Paris par le chant du Magnificat. Quel chemin parcouru depuis le serment de Coufra porté par le petit noyau de la 2e division blindée du général Leclerc. La libération de Paris, puis celle de Strasbourg qui achevait le serment qu'ils avaient fait dans les sables de l'Afrique. La détermination, la persévérance, l'espérance entretenue au long de ces 4 années était animée, c'était évident, par une conception de l'homme, de sa dignité, de sa liberté, qui ne pouvait pas s'accommoder non seulement de la guerre, mais encore du projet destructeur du nazisme. Cette conception de l'homme, largement partagée par beaucoup de nos compatriotes, nous savons que pour le général de Gaulle, comme pour le général Leclerc de Haute-Cloque, elle était fondée et appuyée sur la conviction que chaque être humain dépasse de beaucoup sa propre personne. Et cette conviction s'enracinait dans leur foi chrétienne. C'est pourquoi, très naturellement, le terme de ce long chemin s'est achevé dans la cathédrale de Paris, qui symbolisait non seulement l'expression de la foi chrétienne, mais encore une vision que l'on peut rattacher à ce que le général de Gaulle appelait une certaine idée de la France. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ce jour qui a précédé la victoire finale. Nous faisons mémoire de ces hommes militaires résistants qui ont péri au cours des combats de la libération. Mézières fut le premier combat mortel contre l'ennemi pour la 2e DB. Nous faisons mémoire de leur espérance et nous puisons le souvenir de leur sacrifice, la conviction que la violence, la haine et la guerre ne sont jamais des solutions aux problèmes humains. Et donc, notre prière d'action de grâce se transforme en supplication pour que la paix s'étende aujourd'hui à travers le monde où nous connaissons tant de terrains de combat, tant de lieux de mort. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus parle à ses disciples. Laissez-moi vous rappeler le contexte de cet Évangile. Jésus arrive au terme de sa vie publique. Il a ressuscité son ami Lazare, ce qui lui vaut à la fois l'enthousiasme des foules, mais aussi la détermination de ses détracteurs à le tuer. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de
Monsieur le maire. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. L'avait des couleurs.
nous allons procéder donc au dépôt de gerbe. En l'honneur de tous les anciens de la maison de Délé, nous allons procéder à une minute de silence. Ce matin du 10 août 1944, ils venaient de loin. De cette Afrique coloniale où, sans le savoir, ni le vouloir, autour de leur chef, ils avaient commencé à forger leur histoire. D'Angleterre ensuite, où ils s'étaient rassemblés et avaient reçu leur insigne et leur drapeau. Puis de Normandie, où ils avaient débarqué le 1er août pour enfin rejoindre ceux qui les avaient précédés et eux aussi participer à la libération de la France avec, dans une partie de leur tête, l'esprit du serment de Koufra. Depuis des années pour certains, des mois pour d'autres, sous les ordres de Leclerc, au sein de la force L, puis de la 2e division française libre et enfin de la 2e division blindée, ils s'étaient formés, entraînés, ils avaient combattu, tous animés du même objectif. Ils avaient 20, 30, 40 ans ou plus. Ils étaient noirs, blancs, de toutes les couleurs. Ils étaient de toutes origines, de toutes confessions. Quelles que soient leurs armes et d'où qu'ils viennent, ensemble, ils ont formé autour de Leclerc cette division de légende dont nous commémorons les actions encore une fois ce matin. Fractionnée à l'américaine en 3 groupements tactiques, la 2e DB comptait notamment le groupement tactique du colonel de Langlade, qu'il avait divisé en 2 sous-groupements, l'un aux ordres du commandant Massu, l'autre aux ordres du commandant Mainjonnet. Le 10 août, vers 7 heures, tombe l'ordre de mission suivant. Le sous-groupement du commandant Mainjonnet avancera en progression offensive face à l'ennemi sur l'axe D suivant, Savigny-l'Évêque, Courcebœuf, Le Sablon à Mézières-sous-Ballon, Pontoin et d'Angels. Recommandation: vu l'étroitesse des voies empruntées, les larges haies et les fossés, il est recommandé de dégager la route au maximum et, en cas de contact avec l'ennemi, de se déployer si possible. L'ennemi ce matin-là, ce sont des éléments de la 9e Panzer allemande de retour du front russe, mis au repos à Nîmes et formés de combattants autrichiens très expérimentés. Dotés de tanks destroyers, de chasseurs de chars, de canons anti-chars et de bazookas, ils se sont dissimulés la veille dans les bois entre le Bourg, l'Ange-Marie, le Sablon et le Tertre de Grippe. L'avant-garde est aux ordres du capitaine Argus et la colonne prend sa formation de combat. Les 5 chars du peloton du lieutenant Zagrodzki, le Bordelais, l'Armagnac, le Médoc, l'Aquitaine et l'Entre-deux-Mers, une section d'infanterie à 5 Halftrack, les 5 chars du peloton du sous-lieutenant d'Arkang, le Navarre, le Guyenne, la Soule, le Labour et le Bigorre. Les véhicules du commandement du capitaine Argus, son char Gascogne, son Halftrack radio Orion et la Jeep Ladour qui s'intercalent, les 5 chars du peloton de Misco et une section du génie.
Il fait beau ce jeudi 10 août 1944. La colonne passe par Coursebeu, le hameau du Jarosset, puis en vue du carrefour du Sablon, au croisement de la route Ballon-Bonnet-Table, un pilote de half-track qui suivait le peloton de chars raconte: j'eus tout le loisir de voir Zagro arrêter son char à la hauteur de la ferme à droite un peu avant le carrefour. Zagro se penche du haut de sa tourelle et parle quelques secondes aux paysans qui se tenaient sur le bord de la route avant de nous signaler, du bras, de reprendre le mouvement en avant. Il sortait bientôt de notre vue en tournant à droite et en s'engageant sur la D6 suivie de l'Armagnac. Quelques secondes plus tard, plusieurs coups de canon et de mitrailleuses les prennent de flanc et détruisent le Bordelais et l'Armagnac qui brûlent. Ils sont tombés dans un piège et le paysan, ou l'homme habillé ainsi, ne sera jamais retrouvé. Le lieutenant Zagrodzki, le copilote Gabriel Dionnet, le servant du canon Jules Clément du Bordelais et le maréchal des logis Aurélien Combali de l'Armagnac sont tués. Le brigadier Étienne Caillat-Grenier, transporté au Mans, y succombera à ses blessures. La réaction du Médoc, de l'Aquitaine et de l'Entre-deux-Mers est rapide. Ils traversent la route, prennent position dans un verger et martèlent les positions allemandes invisibles depuis la route, tandis que les mitrailleuses et half-track stoppent les tireurs embusqués. Un half-track est détruit. Djilali Ben Lassen et Mohamed Ben Halal sont tués, mais l'ennemi est contenu. Vers 10 heures, le commandant Majonnet arrive sur son char, l'Escuadis, en retrait du carrefour, et retrouve le capitaine Argus, qui s'est approché du Navarre et a donné au sous-lieutenant d'Arcang l'ordre de partir en reconnaissance sur la gauche vers le nord pour tenter de surprendre les Allemands sur leurs arrières, tandis que 2 sections sont envoyées s'infiltrer sur la droite et la gauche pour prendre l'ennemi à revers. À 10h30, pour soulager les troupes au sol, le commandant Majonnet demande l'intervention de l'aviation américaine de Marolles-les-Braus. Les Thunderbolts américains, ayant vu l'ennemi, lâchent leurs bombes sur les Allemands, mais reviennent, et pilonnent par erreur et par absence de panneaux de balisage convenus le char Labour et le half-track Orion. Le Labour brûle, l'Orion est détruit, le maréchal des logis Alexis Laborde, les pilotes Roland Courty et André Bournonville du Labour, et les chasseurs René Virès et Casimir Borde de l'Orion sont tués ou succomberont plus tard à leurs blessures. Le capitaine Argus est sans nouvelles du peloton d'Arcang qu'il a envoyé en reconnaissance. Ces 2 postes radio-émetteurs ne répondent pas aux appels. Le Navarre a pris la tête du peloton. Il se dirige vers l'Ange-Marie, détruit un canon anti-char par surprise, perd le contact avec les autres chars. Il n'a plus de radio, sa mitrailleuse s'enraye, mais il ne peut que poursuivre sa progression, remonte vers le sud et débouche sur la route Coursemont-le Sablon. Il tourne vers le Sablon, essuyant aussitôt de plein fouet plusieurs obus perforants d'un charpentier allemand. Le radiochargeur Andri Bayona et l'aide-pilote Bernard Ponneau sont morts dans le char. Le sous-lieutenant d'Arcang, très grièvement blessé, est sorti du char, transporté dans la ferme Léo de Forges, toute proche. Il sera évacué sur l'hôpital militaire de Sargé où il mourra de ses blessures le lendemain. Le tireur Michel de Vaumas et le pilote Jean Castalion, fait prisonnier, retrouveront la liberté le lendemain à la faveur du repli des Allemands. Au Sablon, l'incursion du Navarre, les violents tirs de concentration des 2 batteries sur les positions allemandes qui, pendant plus de 10 minutes, subiront des tirs de plus de 400 obus. Les bombardements aériens et la poussée de l'infanterie font se replier l'ennemi vers le nord-est de Mézières. Il est 13 heures. Le bilan est lourd, 15 tués, 25 blessés, 2 prisonniers, sans compter les dégâts matériels, d'autant plus que rien n'est véritablement résolu. Le colonel de Langlade a demandé au commandant Massu, parti sur l'axe C vers Saint-Mars-sous-Ballon, Lucé et Nouan, de prêter main forte au commandant Majonnet pour dégager le nord de Mézières. Il a composé son avant-garde d'un peloton de chars légers, d'un peloton de chars moyens, de la 6e section d'infanterie avec les half-track et des véhicules de commandement. L'infanterie allemande, partie arrière des blindés du Sablon, équipée de lance-flammes et de mitrailleuses lourdes, s'est placée en embuscade sur les hauts talus qui bordent la route venant de Saint-Marc, tandis que l'avant-garde de la colonne Massu continue en direction du hameau de la Sonnerie.
Les chars légers Normandie, Perche, Beauvaisis, Vexin et Cotentin arrivent sans méfiance. Le Cotentin est arrosé au lance-flammes et tous les membres de son équipage sont brûlés. Le maréchal des logis Jeannot, le brigadier Grosjean sont récupérés et évacués. L'aide-pilote Latraite est soigné par un médecin capitaine allemand et le brigadier Lamolle, fait prisonnier, retrouve Jean Castalion du Navarre dans le véhicule qui les emmène. Il est 14 heures. Le gros du sous-groupement Massu s'arrête. Une section de Half-Track est envoyée vers Mézières, où la liaison se fait avec le sous-groupement Mainjonais qui a repris sa progression après le choc du Sablon. Le commandant Massu a reçu mission du colonel de Langlade de dégager le pont de la Saunerie, que doit emprunter Mainjonais, et de tenir jusqu'à son arrivée. Il est 16 heures. Une autre compagnie de Half-Track est engagée pour empêcher l'ennemi de faire sauter les ponts. Embusqués sur les rives avec des tireurs d'élite et des canons, la résistance allemande est acharnée et les combats violents. Le Half-Track de commandement Surcouf est détruit et l'adjudant-chef Quentin tué. Des renforts sont demandés à Massu qui envoie 2 sections d'artilleurs et d'obusiers. La passe d'armes est courte mais violente. Les ponts sont dégagés et intacts, mais les pertes sont sévères, tout à la 6e compagnie. Outre l'adjudant-chef Quentin, promu compagnon de la Libération à titre posthume, et qui donnera son nom à la 171e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active en 98, sont tués ou meurent de leurs blessures le sergent François Sturm, le sergent Henri Tournelec, cité à l'ordre du corps d'armée, Rabat Damani, Robert Barbou, Chérif Berachid, Gabriel Chaumont et Louis Cormier. Il est environ 17 heures. Mézières sur Pontoin est libre. Mission accomplie pour Mainjonais qui repart vers Dangeul et Massu vers Congé. Les Allemands comptent 25 tués, 40 blessés et 60 prisonniers. Ils se replient vers Marolles et le Pont d'Ef où ils affronteront la 5e DB américaine. Le 10 août au soir, le colonel de Langlade a installé son PC à Dangeul. Mais il vient se recueillir au cimetière de Mézières où 14 de ses hommes, étendus côte à côte, vont être inhumés. Le lendemain, il y en aura 9 de plus et le surlendemain, 8 autres. Le 25 août, un service solennel est célébré en leur mémoire et l'église est à peine assez grande pour contenir l'assistance. Monsieur le député, mon général, Madame le maire de Saint-Martin-d'Arville, Madame et Messieurs les maires, Madame et Messieurs les maires adjoints, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers enfants, et bien sûr, chères familles des disparus. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau réunis pour commémorer le 77e anniversaire de la libération de notre village. Je suis heureux de vous voir toujours aussi nombreux pour rendre hommage à nos libérateurs, malgré la pandémie et les contraintes sanitaires qui en découlent. Année après année, les acteurs de cette journée du 10 août 1944 sont de moins en moins nombreux et cette absence nous empêche de leur rendre physiquement l'hommage que nous leur devons. Ces hommes qui servaient sous les ordres du général Leclerc, nous savons ce que nous leur devons. Tout simplement la liberté. Chères familles de nos libérateurs, merci de votre présence. Vous qui venez fidèlement honorer vos morts et avec qui nous avons noué des relations pérennes et fortes. Merci aussi à tous les porte-drapeaux présents, vous qui chaque année rendez hommage au nom de la nation aux combattants et aux disparus. Merci mon général de votre présence parmi nous ce matin, vous qui avez pris à la suite du général Cuche la responsabilité de la Fondation Maréchal Leclerc de Haute-Coque et de l'Association des anciens de la 2e DB. Ces commémorations qui font remonter l'histoire à la surface transmettent aux nouvelles générations un message de paix et de liberté. Ce sont ces valeurs qui nous rassemblent ce matin et notre présence à tous prouve combien reste vive et grande notre fidélité au souvenir des gars de Leclerc restant debout, ne se rendant jamais. Les porte-drapeaux, mesdames et les familles, et chers habitants de Mézières sous Pontoin. Nous commémorons cette année
le 80e anniversaire de la bataille de Koufra et du serment du même nom. Je voudrais aujourd'hui revenir sur ce serment et des conditions dans lesquelles il a été prononcé. 2 mars 1941. Le drapeau français à Croix de Lorraine monte solennellement dans l'air froid du matin sur le fort d'El Tag, conquis la veille par les troupes du Tchad. Face à ces hommes raidis d'émotion, aux présentées armes, sous leur harde disparate, le colonel Leclerc prononce de sa voix brève le serment devenu légendaire. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. La nouvelle de la prise de Koufra sonna à travers le monde en guerre comme un coup de clairon. Pour la première fois depuis le désastre de juin 1940, les armes françaises infligeaient à l'ennemi une défaite cuisante sur son propre territoire. La France meurtrie et humiliée tressaillait de fierté. Enfin, les troupes du Tchad avaient vu leur jeune colonel, Leclerc, à l'œuvre et lui vouaient désormais cette admiration et cette confiance sans bornes qui devait les hausser au-dessus d'elles-mêmes et les rendre dignes de leur chef. Ce dernier pouvait désormais tout leur demander. Sous ses ordres, rien n'était impossible. Ces lignes du général Louis Diot retracent bien l'impact considérable du serment de Koufra. Nous pouvons aujourd'hui nous poser la question: sans ce serment, y aurait-il eu un 10 août 1944 à Mézières-sous-Ballon, devenu Mézières-sur-Pontoin? Est-ce que les Américains auraient pris le risque de confier le matériel d'une division blindée à un chef inconnu et une troupe inexpérimentée? Certes non. Ils avaient suivi depuis Koufra l'extraordinaire épopée de ces vagabonds de la gloire qui, avec rien ou presque, volaient de victoire en victoire au Faisan, en Tripolitaine et en Tunisie. Les Américains avaient pris conscience que ce chef et ses hommes étaient animés par une sorte de feu intérieur depuis ce 2 mars 1941. Ils pressentaient que ce matériel moderne qu'ils allaient confier à cette troupe allait leur permettre de prendre en France l'ascendant sur l'ennemi et épargner par là même des vies de leurs GI. Le serment de Koufra a bien été le déclencheur de cette dynamique victorieuse qui a porté Leclerc et ses hommes. C'est pour cela qu'il nous faut, même 80 ans après, le cultiver, le donner en exemple, notamment à notre jeunesse. Une descendante d'anciens de la 2e DB a écrit: le serment juratoire de Koufra est avant tout un engagement à ne jamais renoncer à ses idéaux, quel qu'en soit le prix. Ce serment est donc plus que jamais d'actualité. Dans un monde devenu instable, il importe que chacun de nous ne renonce jamais, comme l'a fait Leclerc, à ses valeurs, à ses principes de vie, tout simplement à sa liberté. Les gars de Leclerc ont lutté contre un totalitarisme qui s'appelait le nazisme. Malheureusement, il existe de nos jours toujours une menace totalitaire aussi dangereuse qui s'appelle l'islamisme, tel que le président de la République l'a défini au Murau le 2 octobre 2020. Il importe que l'esprit de défense reste au cœur de nos vies. Pour Leclerc, la solution était de créer au sein des populations
un esprit de défense par le patriotisme. Dans des termes qui sont étonnants d'actualité, il disait en avril 1944 à ses officiers « Je crois à la nécessité d'un patriotisme ardent. Un mouvement important essaie de représenter le patriotisme comme une mentalité étroite et rétrograde. On vous dira qu'il faut être progressiste. Contentez-vous de prendre exemple sur les nations étrangères et de lire leurs journaux. Jamais le patriotisme n'a été plus à l'honneur en Russie, en Angleterre, aux États-Unis. Heureusement, cet esprit Leclerc souffle dans des communes comme la vôtre, monsieur le maire. La voie de la 2e DB a été créée pour cela. Et Mézières-sous-Pontoin, sur Pontoin, est fidèle chaque année à ce rendez-vous avec la 2e DB qui a subi de lourdes pertes ici, nous l'avons entendu. Le 77e anniversaire de la libération de votre bourg est aujourd'hui fêté avec dignité et recueillement. J'ai vu ce matin en arrivant la stèle honorée de Bernard Ponneau du char Navarre au bord de la route et ça m'a fait chaud au cœur. Je remercie le maire au nom des anciens de la maison de la 2e DB, le conseil municipal et tous les mancériennes et mancériens réunis ce jour. Vive Mézières, vive la 2e DB et vive la France. Monsieur le maire, mon cher Guy, un plaisir tous les ans à se retrouver devant cette stèle et à célébrer en même temps que l'anniversaire de la libération de Mézières, l'anniversaire de son maire. Monsieur le vice-président de la communauté de communes, mesdames et messieurs les élus municipaux, mesdames et messieurs les maires de la voie Leclerc, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations patriotiques, mesdames et messieurs les représentants des valeureux soldats qui se sont battus ici. Vous l'avez rappelé à l'instant, mon général, et merci de votre présence, vous qui présidez aujourd'hui la très belle fondation du maréchal Leclerc. Vous l'avez redit, le serment de Koufra remonte à 1941. 1941, c'était à peine un an après l'appel du 18 juin. Ils étaient peu nombreux, ceux qui avaient entendu l'appel et ceux qui avaient décidé de prendre le risque d'y répondre. Dans une France où le fatalisme, où le reniement, où le renoncement aux valeurs éternelles de la France dominait alors. Sans doute qu'à Koufra, sous le soleil de l'Afrique, ils n'étaient pas nombreux à avoir le temps de lire Mark Twain, et sans doute étaient-ils peu nombreux à connaître son très bel aphorisme. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, ils l'ont fait. Ces Français de toutes origines, de toute confession, de toute opinion, de cette France qui, à l'époque, s'étendait très loin au-delà du territoire métropolitain et qui représentait l'espoir de la liberté, l'espoir du retour aux valeurs de la République. Ils l'ont fait. Ils ont combattu année après année, théâtre d'opération après théâtre d'opération, jusqu'à ce moment où ils ont rejoint physiquement l'Angleterre, se sont constitués en divisions blindées. Et ce 1er août 1944, à un endroit, comme depuis le 6 juin, l'endroit le plus improbable, avec la météo la plus improbable, dans les conditions les plus improbables, ils sont arrivés à Saint-Martin-de-Varanville, chez vous, Madame le maire. Et à partir de là, est partie leur longue marche, celle qui les a menés ici, à Mézières-sous-Pontoin, celle qui les mènera à Paris, pour la libération de Paris, derrière le capitaine Dronne, un autre Sartois, et qui les mènera enfin
à Strasbourg, tenant ainsi l'engagement qu'ils avaient pris tous ensemble. Ces Français de tous horizons n'étaient unis et rassemblés que par une seule et même affection, affection pour la patrie, pour la terre de leur père. C'était ce qu'ils justifiaient, qu'ils aient envie de se battre derrière nos trois couleurs nationales, qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout, et comme ici à Mézières, jusqu'au sacrifice suprême. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Tous les jours, ils ont marché, tous les jours, ils ont avancé, parce que les gars de Leclerc, nous le savons, ne renoncent jamais, ne s'attardent jamais. C'était le prix à payer pour que la France soit aujourd'hui encore un pays libre, un pays dont la voix doit continuer à porter sur la scène internationale, parce que les valeurs que nous avons portées de cette France qui n'est pas née en 1870 seulement, qui n'est pas née en 1789 seulement, de cette France dont l'histoire remonte à bien plus loin, de cette France qui porte toutes ces valeurs qui sont les nôtres, de cette France qui nous rassemble, y compris dans les circonstances sanitaires dans lesquelles nous sommes. Ce sont toutes ces valeurs-là qu'il nous appartient aujourd'hui de transmettre à la plus jeune génération, pour que la flamme de Leclerc et des gars de Leclerc ne s'éteigne jamais, pour que la flamme de la liberté ne s'éteigne jamais, que la flamme de l'égalité ne s'éteigne jamais, et pour que celle de la fraternité ne s'éteigne jamais non plus. Ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pourquoi ils l'ont fait. Vive la République, vive la France! La Marseillaise. Le chant de la deuxième DV.
drapeau. Au chant. À nos libérateurs, morts au champ d'honneur le 10 août 1944. Barboux Robert. Mort pour la France. Bordès Camille. Mort pour la France. Barnonville. Mort pour la France. Chaumont Gabriel. Mort pour la France. Cormier Louis. Mort pour la France. Courty Roland. Mort pour la France. Damani Rabat. Mort pour la France. Dionnet Gabriel. Mort pour la France. Gibat Marcel. Mort pour la France. Bayona Henri. Mort pour la France. Laborde Alexis. Mort pour la France. Mohamed Kavi. Mort pour la France. Pono Bernard. Mort pour la France. Quentin René. Mort pour la France. Sturm François. Mort pour la France. Tournelec Henri. Mort pour la France. Virez Henri. Mort pour la France. Zagroski Michel. Mort pour la France. Clément Jules. Mort pour la France. Combali Aurélien. Mort pour la France. Benoît d'Arcangue. Mort pour la France. Chérif Berachid. Mort pour la France. Étienne Caillat Grenier. Mort pour la France. Aux morts. De tous les anciens de la 2e DB, nous allons observer une minute de silence. La Marseillaise. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes une espérance de soldats qui viennent jusque dans nos bras, égander nos fils et nos Chant de la 2e DB. Où est le cadeau de terre la France, le long chemin qui mène vers Paris, au cœur joyeux
Un dernier hommage, un nouvel hommage donc à Dieudonné, pardon, donc qui est juste à côté, là où dont la maman est décédée en 1944 dans notre village. Donc la maman est venue habiter Mézières.